Bonjour tout le monde. Donc là, je vais essayer de présenter une conférence des résidents intitulée Urgence cardiaque donc de l'enfant, y compris le nouveau-né. Donc on va commencer par une introduction. Donc, la définition, c'est quoi une urgence cardiaque? En fait, c'est l'incapacité du cœur à assurer un débit cardiaque suffisant aux besoins de l'organisme. Donc une remarque très importante, c'est que chez l'enfant, l'urgence cardiaque est généralement globale, pas comme chez l'adulte où on parle d'urgence cardiaque gauche ou droite. Donc l'intérêt de la question, donc, c'est d'ordre d'abord de fréquence, donc c'est élevé, c'est 90% avant une année, et puis 10% après l'âge d'une année. Ça sous-entend que l'étiologie la plus fréquente, c'est les cardiopathies congénitales, puisque 90% de l'urgence cardiaque, elle survient en première année. Donc, l'étiologie cardiopathique congénitale, c'est ce que j'ai dit chez le nouveau-né et les jeunes nourrissants. Les myocardites, les cardites rhumatismation sont plus grands. Le pronostic peut être mis en jeu donc, dans les formes les plus sévères. La prévention s'applique pour les cardites rhumatismales et l'endocardites. Donc, un rappel physiologique et physiopathologique, donc le débit cardiaque est égal au volume d'éjection systolique fois la fréquence cardiaque. Donc le volume d'éjection systolique donc, correspond au volume éjecté par chaque ventricule, à chaque systole par le ventricule plutôt gauche, à chaque systole, qui lui dépend bien évidemment de l'état du myocarde et des conditions circulatoires en aval et en amont. Le débit cardiaque au final, il se mesure par minute, c'est par minute parce que c'est le débit, c'est le volume éjecté par chaque systole fois la fréquence cardiaque. Donc l'incidence cardiaque, finalement, elle est secondaire à la perturbation de l'un des paramètres, soit la fréquence cardiaque, soit la précharge, c'est les conditions en amont, soit la post-charge, c'est les conditions en aval, soit la contractilité. On va détailler chaque élément. D'abord, la fréquence cardiaque. Donc, quand il y a une tachycardie qui dépasse les 200 battements par minute, qu'est-ce qu'il va y avoir? Le débit cardiaque ne pourra plus augmenter plus, car il y a un raccourcissement de la diastole. Et quand il y a un raccourcissement de la diastole, il y a deux conséquences. D'abord, il y a une diminution du remplissage du ventricule gauche, parce qu'il y a une diminution du temps de remplissage, mais également il va y avoir une hypoxie. Pourquoi? Parce que l'oxygénation du ventricule gauche, elle se produit pendant la diastole. Donc il va y avoir une mauvaise oxygénation. Quand il y a un raccourcissement de la diastole, il y aura une mauvaise oxygénation du corps et donc une diminution du volume d'éjection systolique. Ça au cours des tachycardies. Au cours des bradycardies inférieures à 40 battements par minute, il va y avoir une augmentation du débit qui va se faire au détriment d'une dilatation importante au fil. Et puis quand il y a une dilatation importante, il y aura une ischémie, une mauvaise oxygénation du corps et donc une diminution du volume d'éjection systolique. Et à la longue, cette dilatation va être constante et va être immuable. Alors la précharge. Donc, elle augmente au cours des fuites aortiques et des auriculoventriculaires et des chocs gauche-droite. Comment ça? Quand vous avez le ventricule gauche va recevoir du sang de l'oreillette gauche, il reçoit en plus de ce qu'il reçoit de l'oreillette gauche, il va recevoir une quantité qui vient du ventricule, du ventricule droit, parce qu'il y a une chaîne gauche-droite. Donc, le ventricule gauche va se retrouver avec une quantité de sang qu'elle a reçue de l'oreillette gauche, mais également de celles qui viennent du chêne. Donc c'est une quantité énorme au fil du temps. Le ventricule gauche, au final, ne pourra plus faire face à une quantité énorme de sang qui lui arrive, qui vient de l'oreillette gauche, mais également du chêne. Donc la conséquence, la diminution du débit cardiaque. La diminution de la précharge, quand est-ce qu'elle se fait? Se voit au cours d'une hypovolémie, d'une péricardite constrictive, d'une cardiopathie, une cardiomyopathie restrictive, des sténoses auriculoventriculaires. Toutes ces situations-là vont altérer la précharge. La post-charge, elle augmente au cours de l'HTA, au cours de l'obstacle à l'éjection du ventricule gauche, au cours du rétrécissement aortique et au cours des cardiopathies obstructives, sans oublier la coartation de l'aorte. La post-charge diminue aussi au cours des vasodilatations artérielles, que ce soit allergie, toxique, iatrogène, infectieux également, un choc, ce qu'on appelle le choc infectieux. La contractilité, donc elle est rarement primitive, mais elle peut être touchée lors des cardiopathie
virale, ça peut être viral, mais on peut avoir le cas d'une partie dilatée d'origine primitive, d'origine familiale. Au final, vous avez les quatre temps qui peuvent être, les quatre éléments qui peuvent être touchés en connaissance cardiaque. Vous avez la fréquence cardiaque, dans le sens d'une tachycardie, d'une bradycardie, la précharge, soit elle est augmentée, soit elle est diminuée. La post-charge, ce sont les conditions après, on avale, soit dans le sens d'augmentation ou dans le sens de diminution. Et vous avez la contractilité, soit d'origine, plus souvent on verra c'est le myocardite virale, ou bien lors d'une cardiopathies dilatée, en l'occurrence dilatée primitive. Cas particulier du nouveau-né, la défense cardiaque est secondaire à la cardiopathie congénitale et est déclenchée par les changements circulatoires. Ça veut dire que dès que le nouveau-né naît, il y a toute une condition, il y a de nouvelles conditions circulatoires qui vont s'installer avec la fermeture des chaînes, et là, notamment du canal artériel, du foramen ovale, avec diminution progressive des pressions pulmonaires. Donc, cardiopathie congénitale, malformation cardiaque qui était stable pendant la grossesse, dès qu'il y aura des changements circulatoires qui vont se passer après la naissance, les cardiopathies se manifestent. Raison pour laquelle les cardiopathies congénitales ne se manifestent pas la première heure, ni la deuxième heure, ni la troisième heure. Généralement, il y a une bonne adaptation avec l'extéritéline. Et c'est quand il y a une fermeture des chaînes avec augmentation de pression pulmonaire, c'est là où les symptômes vont apparaître. Alors, comment reconnaître le diagnostic plutôt d'une insuffisance cardiaque? Elle est basée sur les 4 signes cardinaux. Donc, vous avez la dyspnée, un type de polypnée, beaucoup plus. Les signes de lutte ne sont pas très importants, ne sont pas au premier plan. Ce n'est pas une crise d'asthme, ce n'est pas un corps étranger, c'est une dyspnée de type polypnée. La tachycardie, et pour cela, il y a quand même une table de fréquence cardiaque en fonction de l'âge nouveau-né, nourrissant, enfant, grand enfant. L'hépatomégalie congestive, donc chez le nouveau-né, donc la flèche hépatique est supérieure à 5 cm. Chez le nourrisson, c'est supérieur à 6 cm. Chez l'enfant plus grand, c'est supérieur à 6 mm. Et 6 cm plutôt. Donc, une cardiomégalie au télé-thorax, en mesurant l'indice cardio-thoracique, lorsqu'il est supérieur à 60 chez le nouveau-né, c'est pathologique. Supérieur à 55 chez le nourrisson, c'est pathologique. Et il est pathologique chez l'enfant lorsqu'il dépasse 50. C'est un rapport. Autre signe, on peut avoir une hypersudation, un amaigrissement, une fatigabilité à la tétée, une toux traînante de type coqueluche. Les râles crépitants, donc un bruit de galop, une casse sur la courbe pondérale, une prise anormale du poids, et ceci est en rapport avec des œdèmes. Alors, qu'est-ce qui prête à confusion? Qu'est-ce qui n'est pas une insuffisance cardiaque? Ça dépend des symptômes. Si vous avez de la dyspnée, donc, il faut éliminer toutes les causes de dyspnée, les causes métaboliques, neurologiques, les causes respiratoires, l'asthme, le corps étranger, les pneumopathies, enfin toutes les causes de dyspnée autres que la cause cardiaque. Devant une cardiomégalie au télé-thorax, il faut éliminer les clichés de mauvaise qualité, pris par exemple en expiration, en position couchée. Il faut également éliminer le thymus et le rhabdomyome qui est une tumeur cardiaque. Devant une hépatomégalie, il faut éliminer d'abord les ptoses hépatiques, et ça peut poser problème chez le nourrisson, qui présente par exemple des bronchiolites sévères. En cas de bronchiolite sévère, donc on peut avoir une ptose hépatique, donc le foie descend. Et quand vous avez un enfant qui a une polypnée plus hépatomégalie, si le cliché est fait en position couchée ou une expiration, c'est possible que le cœur va être gros, donc ça peut prêter avec une insuffisance cardiaque. Chez le nouveau-né également, il faut éliminer l'infection néonatale et syndrome de détresse respiratoire. Alors, le bilan de retentissement, donc sur le plan hémodynamique, donc on peut avoir une pâleur, des marbrures des extrémités, un TRC allongé, un pouls faible diffident, hypotension, les veines périphériques collabées, froideur des extrémités, tout ça c'est vraiment des signes de gravité. On peut avoir une atteinte rénale, un type d'oligurie, il y a une hypoperfusion rénale, des troubles neurologiques quand le débit cardiaque vraiment est bas et diminué, au point où il devient insuffisant pour irriguer le cerveau. Donc l'enfant peut convulser, peut présenter le trouble de la conscience, il peut présenter une acidose. Les troubles nutritionnels, c'est ce qui va se voir à la langue, donc avec un maigrissement. Sur le plan hépatique, on peut avoir également les os hépatocellulaires. Alors, quelles sont maintenant les étiologies de l'insuffisance cardiaque? Donc d'abord, il faut établir une enquête étiologique, ça c'est le prérequis qu'il faut faire devant toute symptomatologie afin d'arriver à un diagnostic. Donc l'anamnèse, il faut chercher les antécédents familiaux de cardiopathie congénitale ou myocardite, il faut chercher un comptage viral, une notion d'angine à répétition, surtout chez le grand enfant qui va vous faire penser éventuellement à un rhumatisme articulaire aigu.
Alors, assourdissement donc l'examen clinique, donc il faut chercher l'assourdissement du bruit de cœur dans le cadre d'une péricardite ou d'une myocardite, ou un bruit de galop, un souffle cardiaque entrant dans le cadre d'une valvulopathie, prendre la tension artérielle, les palpations des pouls. Des pouls bondissants peuvent être en rapport avec une résonance aortique, ou bien une anémie, une hyperthyroïdie. Des pouls absents, donc ça peut se voir dans le cadre d'une hypoplasie du VG, ou sténose aortique. Par contre, des pouls fémoraux qui sont absents et des pouls huméraux les pouls huméraux qui sont présents et intenses, les pouls fémoraux qui sont absents, ça peut être l'évocation d'une coarctation de l'aorte. Les examens complémentaires, il n'y en a pas beaucoup. En tout cas, il faut faire un téléthorax qui va vous montrer la forme du cœur. Donc, un cœur en sabot, généralement, ce n'est pas une cardiopathie non cyanogène. On rapporte une hypertrophie du ventricule droit. Donc, ça sort un petit peu du cadre du cours résonance cardiaque, puisque les résonances cardiaques, ce sont des cardiopathies souvent non cyanogènes, mais les cardiopathies cyanogènes également, rentrant dans le cadre d'une cardiopathie complexe, peuvent également se révéler par une résonance cardiaque. Alors, vascularisation pulmonaire, il faut également l'analyser, parce que si vous avez des poumons clairs, donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'HTAP, il n'y a pas d'hypertension artérielle pulmonaire, donc ça peut se voir au cours d'une tétralogie de Fallot, d'une atrésie pulmonaire. Par contre, si vous avez des poumons qui sont hypervascularisés, donc il faut penser à toutes les pathologies, toutes les cardiopathies non cyanogènes, ça veut dire CIV, TGV, etc. Si on identifie une encoche costale, elle peut être en rapport avec une coarctation de l'aorte. Il faut faire également un ECG qui va vous montrer des signes de surcharge du ventricule gauche ou bien du ventricule droit. L'échographie cardiaque est très importante, elle nous permet un diagnostic chirurgical précis. Après, le cathélangiographie au moteur ECG, de 24 heures, c'est au cas par cas. Après, même le scanner, l'angioscan, peut être indiqué dans certaines situations difficiles, par exemple certaines cardiopathies complexes, très complexes, par exemple les anomalies du retour veineux pulmonaire bloqué, total ou partiel. Alors, résultat de l'enquête étiologique, donc on va commencer par le prématuré. Donc chez le prématuré, vous avez principalement une étiologie la plus prépondérante, c'est la persistance du canal artériel, le canal artériel malade. Donc chez le nouveau-né nourrisson, vous avez les cardiopathies congénitales en premier lieu. Vous avez les fissures artério-veineuses, d'où la règle d'ausculter systématiquement le crâne, au niveau de la fenêtre antérieure, devant tout tableau d'insuffisance cardiaque, parce qu'on peut avoir une fissure artério-veineuse extracardiaque, c'est-à-dire au niveau extrathoracique, au niveau du cerveau. Donc l'abdomen, surtout le foie, donc d'un nouveau-né, qui est une résonance cardiaque également, qui peut révéler également une fissure artério-veineuse hépatique. Un chêne artério-veineux hépatique. Les chaînes intracardiaques, ce sont les chaînes gauche-droite, qui est plus classique, se révélant rarement en période natale. Il y a toujours une petite période de latence, par exemple CIV, c'est généralement à partir de 21 jours, 25, 1 mois. Le CAV, ça peut être un peu plus précoce, le PCA également, en particulier chez le prématuré. On va essayer de détailler après. Les cardiopathies obstructives, vous avez une coarctation de l'aorte, d'où la règle d'examiner, toujours d'ausculter, plutôt d'examiner, de chercher les pots fémoraux chez tout nouveau-né aux os cardiaques. Et la sténose aortique, l'hypoplasie du VG. Les cardiopathies complexes, c'est le TGV, l'anomalie d'Obstein. Les CAV, c'est quoi CAV? Donc c'est une malformation congénitale due à un trouble du développement des bourgeons endocardiques responsable du développement de la valve triguspide mitrale, du septum primum, du septum interventriculaire. Donc il y a 4 anomalies. Donc, il est associé au final une CIA basse aussi en primum, une CIV, une ésose mitrale, une ésose triguspidienne. Donc les troubles du rythme, donc la TSV ou tachycardie supraventriculaire, donc ça touche généralement le nourrisson, donc moins de 4 mois, mais ça peut survenir au-delà, donc sur cœur sain ou malade. La fréquence cardiaque est vraiment pratiquement imprenable. C'est 300 battements par minute, les cœurs sont peints, les ondes P sont confondues dans le cœur, ça n'a plus d'ondes P. Après TSV, il faut chercher après, une fois réduite, il faut chercher certaines anomalies, telles que l'anomalie de ce qu'on appelle les faisceaux accessoires qui peuvent être à l'origine de cette tachycardie rapide. Telle que le Ward-Parkinson-White, qui est la situation la plus fréquente. On a également d'autres troubles du rythme, tels que la tachycardie ventriculaire et les blocs auriculaires ventriculaires, soit sans une augmentation, c'est la TSB
et tachycardie ventriculaire, soit dans le sens d'une diminution cérébrale. Les cardiomyopathies, donc c'est l'apanage du nourrisson. Donc le cas classique le plus fréquent, c'est le myocardite aiguë virale. Donc ça touche généralement le nourrisson entre 6 mois et 2 ans. Donc il y a souvent une origine virale. C'est souvent le Coxsackie. Ce qui est caractéristique, c'est le bruit de cœur qui sont assortis avec un bruit de galop. Donc un téléthorax va montrer une cardiomégalie globale énorme. Le CG qui peut nous montrer les troubles de la repolarisation avec un risque thrombembolique accru. Donc c'est des enfants qu'il faut surveiller, qu'il faut mettre sous antiagrégat plaquettaire parce qu'ils peuvent présenter des complications thrombemboliques. Alors les cardiopathies, myopathie secondaire, à côté du cause virale, on a la fibroélastose endocardique, toxie infectieuse, la diphtérie, la typhoïde, toxique, particulièrement dans les services d'oncologie pédiatrique, ce sont les anthracyclines, donc il y a une dose qu'il ne faut pas dépasser d'ailleurs. Les causes métaboliques, l'hypocalcémie, les maladies héréditaires du métabolisme, classiquement les glycogénèmes type 2, les mucopolysaccharidoses, maladies des acides aminés, les aminoacides hépatiques, le déficit en carnitine, la règle pour nous devant toute insuffisance cardiaque, cardiopathie dilatée plutôt, chez un nourrisson, pour qui on n'a pas encore établi le diagnostic, on met sous carnitine, on a besoin de lancer le prélèvement. À côté de cela, on a les mucoviscidoses, les histopathies mitochondriales et les myopathies. Chez le grand enfant, c'est un petit peu différent. Ce n'est pas le cas de l'hépatite congénitale, on a principalement deux. Les rhumatismes cardiaques, c'est les pancardites, c'est le rhumatisme articulaire aigu, après une angine, un streptocoque. Donc c'est devenu un petit peu rare, donc le diagnostic est fait sur la base des critères de Jones. Il y a des critères majeurs et des critères mineurs. L'endocardite d'Osler, c'est le cas d'hépatie congénitale ou rhumatismale. Cliniquement, on peut avoir une splénomégalie, une hématérie, un peu de pérapétichelle, un propanarite d'Osler, un syndrome infectieux. Le diagnostic est établi grâce à l'échographie qui peut montrer des végétations, mais surtout les hémoculteurs qui sont positifs à des germes bien particuliers de l'endocardite, c'est streptocoque D et staphylocoque. Péridance. Alors, autre étiologie, donc vous avez les péricardites péridonto-virales. On a également les tumeurs cardiaques, l'HTA, qui peut être rénovasculaire, le plus souvent rénovasculaire chez l'enfant. Ça peut être néphropathie glomérulaire également, tel que l'AGN, la glomérulonephritite aiguë post-infectieuse entre autres. Alors, quel que soit l'âge, il faut toujours rechercher des causes extracardiaques, notamment l'anémie, carence en vitamine B1, l'hyperthyroïdie, l'hypoglycémie, l'hypocalcémie. Certes, c'est exceptionnel, il faut toujours la chercher. Maintenant, donc, on a terminé avec la physiopathe, le diagnostic positif, le diagnostic étiologique, le diagnostic différentiel de l'aisance cardiaque. On a la prise en charge. La prise en charge, donc, le but d'abord, c'est de rétablir un bon débit cardiaque tout simplement, en agissant sur les paramètres qui sont en cause de l'aisance cardiaque, la fréquence cardiaque, la contractilité, la pré-charge, la post-charge. D'abord, la fréquence cardiaque. On a le digitali. Bon, actuellement, leur utilisation n'est pas très importante. En effet, il y a beaucoup d'étiologies qui sont actuellement censées être réglées avant le stade de l'aisance cardiaque, c'est les cardiopathies congénitales. On utilisait ça avant parce qu'on n'arrivait pas à les opérer à temps, donc on est obligé de donner un traitement conservateur de l'aisance cardiaque, entre autres le digitalique. C'est-à-dire on donnait tout pour essayer de conserver l'état de l'enfant jusqu'à qu'on puisse l'opérer. Mais actuellement, avec le développement de la chirurgie cardiaque et des cardiopathies congénitales, on a réglé beaucoup de problèmes. Les digitaliques, leur utilisation est vraiment très réduite actuellement. Donc, néanmoins, pour ce qui est des troubles du rythme, les digitaliques gardent toujours leur place. Les antiarythmiques, tout ça pour la fréquence cardiaque. La contractilité, si on veut agir sur la contractilité, donc c'est l'oxygénothérapie, donc on va améliorer la fonction du myocarde en donnant plus d'oxygène. Des drogues inotropes positives qui pourront améliorer le fonctionnement du myocarde. La précharge, donc si la précharge est énorme, donc il faut donner des diurétiques, des vasodilatateurs, soit diurétiques si on a l'excès, mais on peut également associer les vasodilatateurs veineux. La post-charge, ce sont les vasodilatateurs artériels, en cas d'HTA.
Alors les armes thérapeutiques, donc on va les citer. Donc pour ce qui est des digitaliques, il a une action inotrope positive, donc ça veut dire qu'il augmente la contractilité. Batmotrope positive augmente l'excitabilité. Action chronotrope négative, c'est ça l'intérêt pléotrope du rythme, il diminue la fréquence cardiaque. Et dromotrope négative diminue la conduction, donc intérêt également pour les fréquences élevées. Ça, c'est les posologies en fonction du poids, que ce soit dose d'entretien ou dose de charge. Donc la voie parentérale des digitalités réservées, s'il y a une urgence extrême ou s'il y a une intervention alimentaire, il faut multiplier la voie orale une fois 0,7. La dégoxine et la dégitoxine sont les seuls qui doivent être utilisés dans les digitaliques. Ça, c'est un tableau qui vous montre l'adaptation des doses en fonction de l'insuffisance rénale. L'indication majeure de ces insuffisance cardiaque par augmentation de la précharge, surtout les troubles du rythme actuellement. Donc l'augmentation de la précharge, c'est une utilisation ancienne, ce sont les cardiopathies par chaîne gauche d'hormone. Actuellement, c'est beaucoup plus de troubles du rythme. Les signes d'intoxication, donc on peut avoir des vomissements, de la diarrhée, des troubles de la conduction, une arythmie variée. Donc à ce moment-là, il faut arrêter le traitement. Si c'est des formes peu sévères, c'est le lavage gastrique avec atropine par le bradycardie. Si c'est des formes sévères, on peut aller jusqu'à l'entraînement électrosystolique. On peut carrément électrochoquer l'enfant. Alors les contre-indications, c'est le trouble du rythme, trouble de la conduction et d'excitabilité syndrome de Parkinson-White. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on est devant un trouble du rythme de type tachycardie supraventriculaire, donc il ne faut pas les mettre facilement, il ne faut pas les mettre en première intention avant de pouvoir éliminer un trouble du rythme de type faisceau accessoire de réentrée. Après, il y a des obstacles à l'éjection, anémie, donc on ne peut pas fouetter un cœur qui présente une obstruction en aval. Une anémie aiguë, ça ne sert à rien de fouetter un cœur qui est anémique, et puis une tamponnade avec choc cardiogénique. Les diurétiques, c'est une action qui réduit la précharge, donc elle réduit la rétention d'eau sautée, et diminue ainsi la congestion pulmonaire et systémique, donc elle diminue au final les symptômes de l'hypertension artérielle pulmonaire. Alors le furosémide, donc il a une action qui inhibe la réabsorption d'eau et de sodium au niveau du segment ascendant de l'anse néronée, donc son action est rapide. La dose, c'est 1 à 2 mg par kilo, mais en tout cas, il ne faut pas dépasser les 10 mg par kilo par jour. Donc, ça, c'est dose de charge. Après, on peut donner une dose d'entretien par vapéreuse. Précaution importante, c'est la surveillance du ionogramme et supplémentation systématique en potassium. Enfin, systématique, on verra bien, parce qu'on peut associer des vasodilatateurs artériels tels que l'opril, par exemple, qui, dans l'effet secondaire principal, c'est l'hypercalémie. Donc, il ne faut pas supplémenter systématiquement. Vous avez l'azilix qui élimine en excès le potassium et l'opril qui garde le potassium. Donc, de temps en temps, l'équilibre est fait entre les deux. L'azilix jette le potassium, l'opril garde le potassium. Donc, on a un certain équilibre entre les deux. Néanmoins, il faut surveiller quand même l'inogramme. Alors, spironolactone, donc il a une action rare, il est rarement utilisé, sauf si c'est une insuffisance cardiaque avec hyperaldostéronisme, c'est une insuffisance cardiaque avec HTA, c'est une insuffisance cardiaque liée à l'HTA, donc il faut comme surveiller l'ionogramme car risque d'hypercalémie. Les vasodilatateurs et vasodilatateurs mixtes artériels veineux, pour ce qui est des mixtes, donc c'est l'inhibiteur de l'enzyme de conversion, ce sont les IEC, c'est le captopril, c'est l'opril. Donc la dose c'est 1,3 mg, mais il faut faire attention, il faut atteindre cette dose très très progressivement. Il faut commencer par 0,5 mg. En fonction de la session de l'enfant, on peut augmenter tous les 2 jours jusqu'à une dose de 3 mg par kilo. Dans cette situation, on peut atteindre même les doses de 4 jusqu'à 5 mg dans le cardiomyopathie, par exemple dilatée, quelle que soit l'origine. Voilà, tout en surveillant bien évidemment. La tension artérielle et l'ionogramme, parce qu'en effet, on peut avoir une hypercalémie comme effet secondaire. Et puis on peut avoir également de l'hypotension. D'ailleurs, en cas d'insuffisance cardiaque avec hypotension sévère, il faut arrêter l'opril. Il va falloir d'abord remonter la tension artérielle pour après songer à remettre le captopril. Les vasodilatateurs artériels, on a dit dans la zinc chez le grand enfant. Les veineux, on a les inhibiteurs calciques, la nifedipine, c'est la dalate, rarement la nicardipine, beaucoup plus la nifedipine. Les bêta-bloquants, donc l'acébutolol, ils peuvent être intéressants dans le trouble du rythme, un type
de tachycardie supraventriculaire, mais globalement, lorsque l'enfant présente une urgence cardiaque avec un retentissement hémodynamique sévère, il y a quand même un choc cardiogénique, les bêta-bloquants doivent être au contraire arrêtés. Néanmoins, ils ont dans leur indication, je dis seulement que lorsque c'est un malade qui a une urgence cardiaque, vraiment décompensé en stade de choc cardiogénique, là il va falloir arrêter non seulement l'oprine, mais également le bêta-bloquant. Et c'est là, c'est la place, bien évidemment, aux drogues vasoactives. Les antiarythmiques, on a la myodarone ou la cordarone. Les catécholamines, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est indiqué en cas de choc cardiogénique. La conduite du traitement, donc on a les mesures générales, traitement digitalo-diurétique et traitement étiologique, qui a une place importante. Pour les mesures générales, c'est le repos, position demi-assise, donc un petit peu surélevée. L'oxygénothérapie à l'enceinte de haute par intubation dans le cas de détresse sévère, apport liquidien réduit, parce que le cœur ne peut pas, on ne peut pas le remplir, la pompe cardiaque est défaillante, donc il faut réduire les apports. Contenant du potassium et très pauvre en sodium, parce qu'il y a une rétention de sodé dans le code de l'urgence cardiaque, donc il ne faut pas apporter beaucoup de sodium. Et pas de calcium si vous apportez de la dégoxine. Pas de calcium au niveau si vous donnez de la dégoxine. C'est contre-indiqué. Donc, correction d'une éventuelle anémie, donc ça pourrait améliorer les symptômes d'un shunt, d'une urgence cardiaque dans le cadre d'un shunt. Pourquoi? Parce que ça va rendre le sang un peu plus visqueux. Donc, le passage ou le shunt va diminuer. C'est-à-dire que le passage du sang du ventricule droit avec le ventricule gauche va diminuer parce que le sang est plus visqueux. Donc, ça peut déjà améliorer. Correction d'une acidose, mesure du pic, apport calorique rongé. Voilà. Traitement digital diurétique, donc il faut instaurer un traitement d'attaque, donc dégoxine, furosémide, donc dégoxine en fonction du cas au cas par cas, mais la furosémide c'est indéniable, il faut la donner. Après la phase d'attaque, il faut donner un traitement d'entretien qu'il faut garder jusqu'à ce que le problème du malade soit réglé. Par exemple, si vous avez une cardiopathie congénitale, il faut l'opérer rapidement, pas attendre. Au cours d'un rhumatisme articulaire aigu, par exemple, il faut voir ce qu'il faut opérer, il ne faut pas opérer. Sinon, il va l'uropathie. Alors, le traitement étiologique pour ce qui est des myocardites, donc le traitement digital jusqu'à normalisation de l'échographie cardiaque. Bon, actuellement, digital, encore une fois, je répète la même chose. Nous préférons des drogues vasoactives plutôt que les digitaliques. Après, on peut adjoindre les anticoagulants, les vasodilatateurs, sans oublier également l'azilix. Les cardites rhumatismales, ce sont plus ou moins digitaliques, diurétiques et surtout corticoïdes. Les anti-inflammatoires, ça veut dire. L'endocardite, c'est les antibiotiques plus ou moins diurétiques, plus ou moins en fonction du tableau de l'enfant. S'il n'est pas une urgence cardiaque, ce n'est pas la peine d'en donner, en fonction. Les cas d'empathie hypertrophique, contre-indication des digitaliques, même des drogues vasoactives, indication de furosémide et de captoprine. Les péricardites purulentes, il faut drainer, et des antibiotiques, c'est clair. Troubles du rythme, donc il faut donner les antiarythmiques, la myodarone, sans oublier le cas, les bêta-bloquants, donc plus ou moins bêta-bloquants, plus ou moins choc électrique externe si la situation l'exige. Alors l'HTA, donc il faut contre-indiquer les digitaliques et indiquer les vasodilatateurs, nifedipine, nicardipine, l'azilix, surtout en fonction de l'origine de l'HTA. Si c'est une HTA rénovasculaire, il faut penser à mettre l'IEC. Si c'est une rétention de sodé, par exemple, dans le cas d'une GNA, il faut penser à mettre l'azilix. En tout cas, les inhibiteurs, les vasodilatateurs artériels ou vasodilatateurs sont indiqués en première intention. Voilà. Donc, mono-bithérapie en fonction de comment on arrive à gérer cette HTA. Les cardiopathies congénitales, il faut les opérer, donc soit palliatifs, soit curatifs. Les chocs cardiogéniques, c'est le remplissage plus ou moins et drogue. Parce qu'on ne peut pas mettre des drogues chez un enfant qu'on n'a pas rempli, qui n'a pas une bonne volumétrie. Alors, surveillance de traitement de la maladie, donc clinique, le téléthorax, l'échographie cardiaque qui va chercher et évaluer la performance du cœur, ça veut dire la fraction d'éjection, la fraction de raccourcissement, mais surtout la fraction d'éjection. Le traitement clinique, c'est les effets secondaires thérapeutiques, rechercher signes d'intoxication, diarrhée, vomissement, notamment digitalique. Et puis biologique, on a la formule, l'hémogramme sanguin, on cherche l'hypocalémie, l'hyponatrémie, le gaz du sang, l'hypoxénémie, l'excusez, il manque un E ici. Donc l'ECG, donc avant chaque prise le premier jour, à savoir qu'on cherche ce qu'on appelle la cupule digitale.
Alors, pronostic immédiat peut être bon s'il y a une prise en charge adaptée. Le problème se pose surtout avec l'étiologie. Donc, si c'est une étiologie opérable, le problème ne se pose pas. Alors, si vous traitez par exemple une oscar décliné à une hypoplasie du cœur gauche, c'est toute une problématique parce que c'est un traitement purement symptomatique. C'est très compliqué. Bon, ce qui est mauvais pour certaines, voilà, c'est ce que je viens de dire. Les cas d'une pathie prémitive, c'est sévère. Quand ce n'est pas une déficience carnitive, il n'y a rien à faire. Il est plus ou moins bon. Il est bon comme dans les cardite rhumatismales, certaines troubles du rythme sur cœur. Comme conclusion, la résonance cardiaque est une urgence qui n'est pas rare. Donc son diagnostic positif est facile, il est radioclinique. Le diagnostic chirurgique doit être envisagé en fonction de l'âge, il y a souvent des explorations complémentaires. Traitement symptomatique et les mesures générales sont indiquées pour tous les cas. Le traitement chirurgique est le seul traitement valable, et j'aimerais seulement attirer votre attention, c'est comme actuellement, grâce au développement de méthodes d'imagerie, d'échographie anténatale, on arrive comme à faire diagnostiquer beaucoup de cas d'hépatie congénitale déjà en anténatale, et ça nous facilite un petit peu la tâche, ça nous permet d'orienter rapidement l'enfant vers un service de chirurgie cardiaque, et de 2 actuellement, les chirurgiens cardiaques, et tout le staff, tout le staff technique et médical, chirurgical, spécialisé dans le cœur en Algérie, donc ça s'est nettement comme amélioré. Actuellement, ils nous exigent plus le fameux poids de 7 kg. On ne va pas vous opérer un CAV bien ainsi élevé jusqu'à un poids de 6 à 7 kg. En sachant pour atteindre 6 kg ou 7 kg chez un enfant qui a une urgence cardiaque, ça demande beaucoup de temps, c'est pas évident, parce que c'est un enfant qui a un hypermétabolisme, il ne faut pas trop le remplir non plus, il ne doit pas prendre beaucoup de liquide. Et puis lorsqu'il va atteindre 6 kg, il va avoir une année et demie, 2 ans, ça c'est c'est un stade de fixation de l'hypertension artérielle pulmonaire, ça devient même, la chirurgie devient contre-indiquée, il faut laisser le shunt qui va lui permettre de survivre. Voilà ce que j'ai à vous dire et merci et bon courage.